Bonjour à tous, bonjour aux participants de ce webinaire sur le management contributif et les 3 clés de la motivation. Nous sommes là bien motivés avec un management contributif très opérationnel de la part de Preventica qui a organisé et qui organise les webinaires sur des thématiques portant sur la santé, sur la prévention dans tous les domaines et également le management, la gouvernance, tous les aspects de la vie en entreprise. J'ai le plaisir donc de lancer ce webinaire très original. Vous allez pouvoir le constater, une originalité parce que c'est l'invention d'une nouvelle forme de management qui contribue en fait à faire épanouir la vie en société, la vie des organisations et donner du sens à notre manière d'être ensemble et de développer ensemble des projets qu'on va appeler contributifs à quelque chose qui est le sens de notre vie, évidemment. Donc ici, vous avez plusieurs intervenants, comme à chaque fois que les médiateurs professionnels interviennent. Vous avez Aïcha Sangaré, que vous connaissez pour certains, et si vous ne la connaissez pas, eh bien, sachez que c'est la directrice de l'EPMN. Elle est responsable des formations, de l'organisation des formations. Elle intervient également auprès de plusieurs structures comme l'Observatoire du dialogue social en Gironde. Elle contribue fortement au développement de la médiation professionnelle depuis une vingtaine d'années. J'en dirais pas tant, hein, je ne donnerai pas plus d'informations sur Aïcha, 20 ans déjà de contribution. Elle sera votre interlocutrice et elle interviendra à la fin de notre webinaire pour vous parler des interventions de l'EPMN et des médiateurs professionnels dans ce domaine spécifique du management contributif. Il y a également Fabien Héon, que vous connaissez peut-être aussi parce qu'il intervient dans plusieurs webinaires de la médiation professionnelle et de l'ingénierie relationnelle. Il est auteur d'un livre que je vous recommande. J'ai décidé de faire confiance, ce qui est utile quand même, hein, parce qu'en termes de management, si on n'a pas confiance, eh bien, il y a peu de choses qui se passent de manière contributive. Donc, à la clé du management contributif, vous pouvez déjà voir que je parlais de 3 clés. Il y en a déjà une au moins, c'est la confiance. J'ai décidé de faire confiance. Fabien Héon vous parlera de différents types de projets qu'il conduit, qu'il pilote en termes de management avec les outils de l'ingénierie relationnelle, et on reviendra aussi sur les aspects de la médiation dans ce domaine. Il y a également Sébastien Lallemand que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. C'est notre petit nouveau qui est sur les webinaires, qui, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il intervient beaucoup du côté des médiateurs professionnels, pour l'animation justement du groupe sur le management contributif et le management par l'entente. Il tient particulièrement à cette expression parce qu'il trouve que le management contributif, c'est une contribution à l'entente. Il vous en parlera. Il vous parlera d'une action très originale, très spécifique qu'il conduit depuis plusieurs années, 4 années, mais il est médiateur professionnel depuis 2012. Il me dit oui, je vois, et vous le voyez aussi, il dit oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé, depuis 2012, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Il avait fait une vidéo absolument extraordinaire pour présenter son mémoire de médiateur avec une belle animation, c'était joli, c'était clair que Sébastien allait s'investir et s'impliquer sur le développement d'un projet, et il l'a fait, et il vous parlera de ce projet qu'il conduit, qu'il pilote dans une entreprise à la demande de cette entreprise, et il est devenu maintenant consultant externe, et il interpelle aussi d'autres entreprises qui pourraient être intéressées par la même démarche. Et puis, vous connaissez aussi peut-être Christine Chavenon, que vous avez pu voir plusieurs fois sur des vidéos, sur des contributions qu'il y a eu concernant la mise en place d'un dispositif de médiation au sein du conseil départemental du Puy-de-Dôme, où elle est chargée d'un projet très original
qui est celui de développer la qualité relationnelle dans une institution, hein, où elle était responsable, où elle est toujours d'ailleurs responsable de la qualité de vie au travail et de la mise en place de toute la veille sur les risques psychosociaux. C'est comme ça qu'elle est venue, je ne dirais pas le nombre d'années depuis, mais je peux vous dire un truc, c'est qu'elle est devenue grand-mère il n'y a pas longtemps, voilà, comme ça c'est fait. Et donc, et puis elle est vachement contente, hein, d'être grand-mère. Donc la qualité de vie au travail, c'est son dada, mais pas seulement un dada, parce que c'est vraiment quelque chose où elle a développé la qualité relationnelle, la QRT, avec une expérimentation. À l'époque, hein, c'était quand elle a commencé, c'était expérimental. Et puis vraiment, ça s'est propagé, ça s'est développé au point où elle a mis en place un projet qui ressemble au management contributif, puisque en fait, l'objectif, c'est d'impliquer les managers dans la dynamique de la qualité relationnelle au travail. Parce que c'est un dispositif qui a essaimé sur l'ensemble du conseil départemental, mais les managers sont invités, sont appelés à participer à ce dispositif, mais il faut savoir motiver les personnes. Alors, quand je parle de management contributif, moi, après, vous allez écouter les autres intervenants, l'idée, c'est de voir à quoi le manager contribue-t-il. Mais quand on parle de management contributif, on ne parle pas seulement du manager. On parle de l'entreprise. On parle de la culture de l'entreprise. Donc, on parle de tout un chacun qui vit avec l'entreprise. Je dis qui vit dedans, mais en fait en partie, parce que ça fait quand même un temps de vie assez important. Mais c'est qui vit avec l'entreprise et qui fait vivre l'entreprise. Donc chacun est plus ou moins participant. Alors il y a plusieurs manières de voir la vie, on en parlait longuement. Voir la vie, ça donne du sens au management, ça donne du sens à la manière de participer à un projet. Et le management, c'est une gouvernance sur une entreprise. Alors il ne faut pas aussi tout mélanger, et c'est pour ça que je vais vous inviter à vraiment être attentif à des nuances qui vont être apportées par les uns et par les autres sur l'idée de ce qu'est le management, ce qu'est la gouvernance, ce qu'est l'implication, ce qu'est une organisation qui cherche, dont le but est qui recherche le profit et qui est dans un espace de concurrence, et une organisation qui n'est pas dans un espace de concurrence, qui est plutôt dans un espace de relation, de solidarité, de service à la citoyenneté. On ne peut pas dire que le même management va s'appliquer avec le même objectif. Donc, quand on parle, par exemple, de relations de performance, on peut réfléchir à savoir si la performance et la productivité peuvent être de même nature lorsque l'on est dans une administration ou alors lorsque l'on est sur le terrain de la concurrence. On n'a pas du tout la même culture, la même visibilité, le même objectif de rentabilité. C'est peut-être une erreur aujourd'hui d'avoir, quand je dis peut-être, c'est une manière de parler sous forme d'euphémisme, pour moi c'est une erreur de vouloir donner de mêmes objectifs à des personnes qui sont en train de manager dans une organisation publique avec une organisation qui a pour but d'avoir une rentabilité, une structure privée. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas aussi dans la même conception des choses par rapport à des bénéfices, par rapport à de la productivité d'entreprise. Je crois que là, il faut vraiment avoir une autre réflexion. Et donc, cette autre réflexion, elle est liée à savoir à quoi contribuons-nous lorsque nous manageons, lorsque nous animons un projet d'entreprise. Qu'est-ce qui va faire que la motivation des personnes ne va pas s'effondrer à un moment donné, parce que les personnes peuvent être déçues. On voit, il y a eu une montée des burn-out, il y a eu une montée des insatisfactions dans la vie d'entreprise. On le voit aussi actuellement avec cette politique sanitaire qui est conduite. Il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui ne sont pas forcément très bien. Il y a des secteurs d'entreprise qui vont même peut-être
très mal. Quand je dis peut-être, c'est une manière d'adoucir l'information, mais en réalité, il y a des secteurs qui vont pas bien du tout. Et c'est lié non pas au secteur lui-même, c'est lié aux personnes parce qu'elles elles se retrouvent pas forcément dans la manière dont les choses sont faites. Donc, c'est la prise en compte des personnes qui est importante. Donc, ce management contributif, c'est pas un management qui a pour but de contribuer à produire de l'insatisfaction, à produire de la contre-productivité et à produire de la frustration. C'est au contraire contribuer à l'épanouissement des personnes, contribuer à la qualité de vie des personnes, parce que en fait, quand on réfléchit, on n'est pas dans une société où l'urgence est de mal vivre. On est plutôt dans une société où l'urgence est de bien vivre et de bien vivre une vie. Et c'est ce management-là dont il s'agit. Donc, je vous dis, tout ce qui va être abordé ici, ça va être des réflexions qui vont porter sur ce qui risque de faire de la dégradation de la motivation, de la dégradation du management satisfaisant. C'est voir comment on peut restaurer cette motivation, l'entretenir et faire en sorte que ce management soit un management qui participe à la qualité de vie des personnes. Alors, je vous dirais, vous allez pouvoir identifier au moins 3 clés de cette forme de management. Je vous invite à prendre le papier et le crayon, ça vous sera utile parce que vous allez voir que vous aurez des notes à prendre. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Louis Lascou. Je suis l'initiateur de la profession de médiateur. Il y a actuellement de vastes projets sur la profession de médiateur sur lesquels on reviendra parce que c'est des sujets qui sont très sensibles. Là, on est dans un secteur concurrentiel. C'est pas vrai quand on vous dit que la médiation, c'est une grande famille ou alors c'est une famille complètement éclatée. En fait, ce sont des concurrents qui sont sur la place. Il y a, par exemple, l'Institut catholique qui est dans une veine concurrentielle très forte. Et puis, il y a le PMN qui est dans la même dynamique de concurrence. Parce que quand on a un client, eh bien, l'autre l'a pas. Donc, c'est ça le terrain de la concurrence. Tandis que dans l'administration, eh bien, quand on a un client, eh bien, il reste le client. Donc, ce n'est pas vraiment un client, c'est un administré. C'est pour ça qu'il y a vraiment 2 types de management sur lesquels il faut réfléchir. On ne contribue pas forcément à la même chose. Je suis auteur d'ouvrages sur la fondation de la médiation professionnelle, sur la qualité relationnelle, etc. Donc, je vais vous présenter Fabien Héon qui va intervenir juste après. Je lui redonnerai la parole tout à l'heure. Donc, il est médiateur professionnel. Il est auteur de J'ai décidé de faire confiance. Il est aux éditions Erol. Il enseigne à l'EPMN. Il est passionné de la transmission des compétences relationnelles aux professionnels de la médiation et à tous les acteurs de la vie d'entreprise dans tous les champs de la prise de décision. Fabien, je t'ai présenté, c'est parce que tu vas lancer toi-même la première intervention. Je te remercie. Je vous remercie tous d'être là. Fabien, tu as la parole. Merci Jean-Louis. C'est un plaisir, Fabien. Je sais. Partager. Alors, je vais vous parler de management contributif au travers d'une expérience, d'une intervention que j'ai réalisée il y a quelques temps et qui m'a donné matière à réfléchir sur certains sujets relatifs au management. Alors, bon, vous savez, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Le rôle du manager, il est multiple. Déjà, c'est s'assurer que les décisions sont prises dans son service. Alors, certaines par lui, parce qu'il a des informations que les autres n'ont pas, d'autres par ses subordonnés, d'autres encore de façon concertée. Quoi qu'il en soit, sa mission, c'est de s'assurer que ces décisions sont prises. Alors, sur ce sujet-là, les médiateurs professionnels ont des choses à dire sur la manière de se concerter, de prendre des décisions. Et il y a un second point, c'est s'assurer, dans la mission du manager, c'est de s'assurer que l'entité qu'il manage est opérationnelle, qu'elle est bien organisée, structurée, que toutes les activités propres à conduire les missions qui lui sont confiées sont correctement planifiées et réalisées. Je dirais que c'est son rôle gestionnaire. Et puis il a un troisième rôle, c'est d'animation. C'est de faire en sorte que tous les salariés, tous ses subordonnés soient dans une démarche contributive et non dans une attente de contribution de la part du manager.
Donc ça, c'est son rôle d'animation. L'expérience dont je vous parle, c'est une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de difficultés. Il y a des services qui sont considérés comme sclérosés par la direction. Et la direction décide de mettre en place un management très directif, donc une personne qui est très compétente, qui va prendre en charge la modernisation des services. Alors, sur les deux premiers aspects, l'aspect décision et l'aspect opérationnel, les managers sont parfaitement compétents. Sur l'aspect animation, en revanche, ils ne savent pas faire. C'est quelque chose qui est pas tout à fait passé à la trappe parce qu'il y a des formations à la qualité de vie au travail, ils ont mis en place. Les salariés sont impliqués, malgré tout, mais la mayonnaise ne prend pas. La démarche ne se met pas en place. Alors, la réflexion qui m'est venue, et que je partage aujourd'hui avec vous, c'est que dans ce rôle d'animation, du médiateur, il y a des compétences très spécifiques à développer. Donc, ces compétences, c'est autour des mécanismes de la motivation et de la démotivation, les mécanismes de la qualité relationnelle, de la dégradation relationnelle. Savoir animer une discussion, ça va accompagner non seulement l'expression de son interlocuteur, mais aussi sa réflexion. Donc, ce sont des outils techniques de médiateurs professionnels que les managers peuvent acquérir. C'est aussi savoir animer des réunions, savoir faire circuler la parole, donner la parole aux gens, permettre à chacun de s'exprimer de façon claire aussi. Parce que ce n'est pas toujours facile de la part des personnes dans les entreprises de pouvoir exprimer clairement leurs pensées. Déjà de construire leurs pensées et l'exprimer clairement. Donc c'est une vraie compétence de manager de savoir animer, la réflexion, la discussion et la concertation. Alors, il y a un autre point qu'il me paraît utile de partager là, c'est que quand on parle de management contributif, c'est l'idée que le manager, il est contributeur de la réussite de ses équipes. Mais c'est une démarche qui est réciproque. C'est-à-dire que c'est relativement facile de se dire, de la part de la direction dans cette entreprise dont je vous parle là, de se dire que les salariés sont confortablement installés dans des habitudes, ce qui font qu'ils ont du mal à évoluer, et c'est leur faute en fait, si l'entreprise est sclérosée. Et puis les salariés qui disent, ouais mais les managers là, ils n'ont rien compris, rien compris au travail, au métier, ils mettent en place des choses qui ne fonctionnent pas, ou même ça pourrait fonctionner, mais ça va trop vite, on ne comprend pas. Donc chacun se met dans une posture d'attente vis-à-vis de l'autre. Et le management contributif, c'est l'idée que chacun est contributeur du succès de l'autre. Alors, le manager, évidemment, est contributeur du succès de ses salariés, ses subordonnés, mais dire que les subordonnés sont contributeurs de la réussite du manager, bon, c'est quelque chose d'un peu plus... c'est peut-être plus difficile à entendre. Et c'est là que le rôle clé du manager réapparaît, c'est qu'il a quand même une position qui est privilégiée dans l'organisation, et c'est lui qui est acteur de donner envie aux personnes d'être contributeurs de ces projets. Et c'est pour cette raison que cette compétence-là, en ingénierie relationnelle, c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui dans les entreprises. Alors, je ne parle pas des entreprises publiques, là, l'exemple là que je vous cite, c'est une entreprise privée, concurrentielle. C'est peut-être différent dans le secteur public. En tout cas, dans le secteur privé, c'est une évidence que les managers doivent développer ces compétences en animation relationnelle des personnes. Avec cette idée, mais avec cette idée aussi qu'ils ne sont pas là pour arroser les salariés. Vous savez, il y a des fois des dessins qui circulent sur les réseaux sociaux d'une plante verte avec une tête de salarié en haut, et puis le manager l'arrose. Le manager jardinier qui arrose ses salariés pour les faire fleurir. Moi, je n'adhère pas à cette idée-là. Les managers sont effectivement là pour contribuer au succès de leurs salariés, mais en les impliquant, en leur donnant envie à eux aussi d'être acteurs de leur existence dans l'entreprise, acteurs de leur implication. Voilà, ce n'est pas une démarche descendante, le management contributif. Voilà, c'est la réflexion qui m'est venue suite à cette intervention, et puis quand j'ai vu le titre de cette conférence.
Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur mon sujet. Merci Jean-Louis de ta contribution. Merci beaucoup Fabien. Je te remercie. Je vois qu'il y a des personnes qui ont lu ton bouquin et qui, bien sûr, l'ont apprécié. Je vous recommande. J'ai décidé de faire confiance donc aux éditions Erol. Et c'est pas de la pub, hein, c'est de la littérature. Donc, c'est du partage de connaissances. Et vous voyez, quand Fabien aborde ce sujet comme celui-ci, au travers de la réussite de tout le monde, à quoi contribue-t-on? En fait, on contribue à la réussite de l'autre. On contribue à la réussite de l'entreprise et l'entreprise contribue à la réussite de la personne. C'est dans une perspective de non-urgence aussi. Alors, vous pouvez faire le lien entre le fait que nous sommes maintenant promoteurs d'une nouvelle forme de management en raison de notre développement en termes de profession de médiateur. Parce que la médiation professionnelle, quand un médiateur intervient, il fait acte de management en réalité. C'est un manager. Il manage le dispositif, un processus structuré qui vise la résolution d'un conflit lorsque c'est ça, ou qui vise l'accompagnement d'un projet. Il incite les personnes, parce que c'est une incitation, le fait qu'il intervienne. Il n'est pas neutre dans son intervention, puisqu'il fait le choix d'aider les personnes au dialogue. Il pourrait faire le choix, si c'était un autre intervenant, de faire en sorte que les personnes se fassent la guerre s'ils vendaient des armes. Non, il fait le choix que les personnes puissent dialoguer. Donc il contribue, comme ça, au succès des personnes dans le fait qu'elles vont s'entendre. Il contribue à une entente. Et il incite les personnes à faire en sorte qu'elles s'entraident dans la réussite de l'autre. L'accord qui va être trouvé ne peut être pertinent et pérenne que s'il est contributif à la réussite réciproque des personnes. Et en cela, on peut comprendre que les médiateurs professionnels sont des promoteurs d'une forme de management qui est une forme de management nouvelle par rapport à tout ce qui se fait habituellement, avec une vraie conception de l'accompagnement des personnes. Alors cette posture-là est très spécifique et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'écouter Sébastien l'Allemand qui va vous parler de son expérience sur Decat. Oui, Sébastien. Merci. Tu vas revenir avec l'équipe de Decat, la société dans laquelle tu interviens. Tu vas revenir pour faire un webinaire. Alors, ça ne sera peut-être pas avec Préventica, on verra si c'est possible avec Préventica ou si c'est possible avec nous, quoi qu'il en soit. Je te l'ai dit, il y aura un webinaire spécifique sur ton action avec Decat. En attendant, tu peux proposer, tu peux nous dire comment tu t'y es pris, faire un peu l'histoire de cette affaire et puis présenter les outils que tu as utilisés, le concept que tu as développé auprès de cette entreprise. Merci Jean-Louis, merci Fabien, bonjour à tous. Oui, parce qu'en fait, des dynamiques motivantes avec l'ingénierie relationnelle, il y en a plein. Mais comme il y avait un titre avec trois, j'en ai isolé trois, avec des 4 immobiliers. Et juste un petit remerciement aux dirigeants, parce qu'on va parler d'un style managérial, d'une démarche organisationnelle qui n'est pas très répandue. Et il y a quand même un enjeu concurrentiel. Je vais donc poser un peu le contexte parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est que cette activité. Decat Immobilier travaille dans l'immobilier, c'est un syndic de copropriété. Puis après, je reviens sur des illustrations par rapport aux dynamiques motivantes. Donc, c'est un syndic qui est situé à Marseille, un syndic de copropriété qui a été créé en 2011 avec une ambition qui est de revaloriser la profession de syndic parce que c'est une profession qui n'est pas réputée rentable. C'est une profession qui est souvent annexée c'est un rapporteur d'affaires dans la gestion locative, etc. Et c'est assez rare de conduire cette activité isolément. Donc, c'est le choix qu'a fait Decat Immobilier en partant avec des valeurs de transparence, de communication, et puis avec
des outils un peu innovants pour la profession, des boîtiers de vote électroniques, des systèmes d'information pour donner la main aux copropriétaires pour qu'ils s'impliquent. On était déjà dans une forme de précurseur dans le management contributif où les clients peuvent venir reprendre la main sur leur propre gestion. Et donc, c'est une société qui a démarré avec une salariée qui était payée sur le capital. Il n'y avait même pas un client au départ. Et donc, qui a démarré comme ça avec une très forte croissance dans un secteur où la législation est devenue très dure, très contraignante. C'est une profession qui est réglementée, où on fixe même certains tarifs, c'est-à-dire qu'on impose des tarifs au syndic pour sortir des actes en cas de vente, par exemple. C'est une profession qui a une très mauvaise image, surtout dans le sud, à Marseille. Et c'est un métier quand on est gestionnaire de copropriété, donc on s'occupe des biens. Alors, il peut y avoir 3 logements dans une copropriété, comme il peut y en avoir 900. Et un gestionnaire de copropriété, c'est quelqu'un qui est multi-compétence, c'est un aiguilleur du ciel. Il peut être plombier, comptable, il peut être juriste, il peut être spécialiste du recouvrement, du dégât des eaux, de la panne. En fait, il doit organiser tout pour que ça marche et il doit tout connaître. Et bien sûr, il se fait solliciter, en tout cas chez D4 Immobilier, 60 à 80 fois par jour pour des problèmes. Donc les gens appellent parce qu'ils ont des difficultés, le syndic est leur seule ressource. Et donc les gens sont souvent nerveux même, en colère. Il n'y a pas de différence entre une fourmi qui rentre dans ma cuisine et un immeuble qui s'écroule, dans l'émotivité et dans la réception qui est faite des sollicitations comme ça. Et donc c'est un métier qui est vraiment difficile. Et c'est un sacré défi, un sacré challenge de se dire, tiens, on va revaloriser cette image, on va la rentabiliser en plus, mais sur quoi on va s'appuyer? Et donc, au-delà des méthodes et de l'ingénierie logicielle, des valeurs, il y avait quelque chose à faire. Alors, pour la petite histoire, les 5 premières années de démarrage de l'entreprise a fait 75% de croissance annuelle moyenne. Donc, ça veut dire que jusqu'en 2015-2016, il y a une explosion. Je vais parler après, moi j'ai été salarié un premier temps là-bas. Il y a une explosion de l'entreprise jusqu'en 2016, où l'entreprise fait une crise brutale, avec une chute de croissance assez vertigineuse. Je reviendrai, mais elle passe de 2016 de 32% de croissance à 6%, avec un choix volontaire de réduire la croissance, mais quand même, elle rencontrait vraiment ses premières difficultés avec des embauches, bien sûr. Aujourd'hui, l'entreprise a 26-28 salariés, mais à cette époque-là, en 2016, il devait être pas loin d'une vingtaine. Et premier début de turnover clients et salariés, burn-out, 3 burn-out sur 20 personnes. Il y avait parfois jusqu'à un quart de l'effectif absent pour maladie, RTT, etc. Et surtout une opposition ferme à la croissance de la part des salariés qui se manifestait parce que quand un client arrivait, mais qui allait le prendre, quoi. Et tout le monde était à plus de 120% de charge de travail. Voilà. Et donc en 2016, il y a eu une rupture brutale dans le management, dans l'organisation, parce qu'à cette époque, les difficultés étaient telles que le bureau de la direction est devenu un endroit, un vrai boulet d'étranglement, un endroit où tous les salariés venaient taper à la porte 50 fois par jour pour dire qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Tout était devenu urgent et critique. Et après avoir mis en place un style managérial basé sur l'entente et sur la contribution, dès l'année suivante, l'entreprise faisait à nouveau 15% de croissance avec 15% d'effectifs en moins. 15% d'effectifs en moins, pardon. Voilà. Et cette réussite, elle n'a été possible, c'est pour ça que je voulais un peu poser le contexte, que parce qu'il y a eu un degré d'implication des salariés qui étaient là et de la direction qui a su créer une rupture brutale par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire et de se lancer dans quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, qui a permis d'y arriver et qui était vraiment à la hauteur des enjeux. Alors, la première dynamique qu'on a retenue, comme ça, la discussion, en préparant un peu le webinaire, qui a été vraiment une source de motivation pour tout le monde, c'est de parler de projets, mais de projets relationnels. On parlait du projet, du sens des actions, etc. Et le fait de coller projet à relationnel en même temps, ça oblige à se focaliser sur les personnes et sur ce qu'elles vont s'apporter les unes les autres. Et ça a été vraiment quelque chose qui a changé la façon de voir l'organisation et l'entreprise, les sollicitations clients. Tout a commencé à changer dès lors qu'on a commencé à regarder l'organisation sous l'angle des interactions avec l'ingénierie relationnelle qui va avec. Pour illustrer ça, je vais parler de mon embauche très rapidement, parce que je n'étais pas du tout dans ma tête
préparé à travailler dans un syndic de copropriété. Ce n'est pas du tout mon univers. Je venais en 2012-2013 de me former à la profession de médiateur. Et je rencontre un ami qui est de collège, qui a monté un syndic, et je lui demande s'il peut être prescripteur de conflits en me disant qu'il va y avoir plein de conflits à régler en copropriété. Je le rencontre et donc on analyse un cas de dégradation relationnelle. Il venait de perdre un très gros client qui représentait la moitié d'un poste chez lui. Et à la discussion, il a compris pourquoi la dégradation relationnelle avait eu lieu et qu'il aurait pu éviter cette dégradation relationnelle. Il a compris ça. Il m'a demandé de lui proposer un plan de formation. Je lui ai dit OK. Il m'a rappelé quelques semaines après en me disant un truc un peu comme ça. Salut Sébastien, tu cherches toujours à gagner ta vie à résoudre des conflits, parce que je voulais développer mon activité de médiateur. Oui, bien sûr. On a un truc à te proposer. On embauche un gestionnaire de copropriété. Super, tu as lancé ton recrutement? Oui, bien sûr. On a même trouvé quelqu'un, on peut quand même se voir. On s'est rencontrés, il m'a proposé un projet. Un projet qui avait au moins 4 dimensions. Alors d'abord, au-delà de l'idée que le syndic était un prétexte qui voulait créer une belle entreprise, derrière, il y avait une proposition de contribution sociétale. Tu en parlais, Jean-Louis, Fabien, tu en parlais aussi, je crois. Qu'est-ce qu'apporte la société? Qu'est-ce qu'apporte D4 Immobilier dans la société en général? Et là, l'objectif, c'était d'améliorer la vie en copropriété dans un endroit où il y a presque toute la société en copropriété et il y a tout à faire. Et moi, j'ai envie d'être utile à la société, donc ça a été déjà un premier élément de motivation. Non négligeable, vraiment non négligeable. Ensuite, il y avait un projet d'équipe, on devait se rémunérer ensemble déjà, moi je devais gagner ma vie, on devait apprendre, on devait innover, on devait tester des nouvelles façons de faire et on devait s'amuser. C'était un projet d'équipe. Ensuite, ensuite, il y avait une définition très, très claire et très précise, mais je ne le savais pas bien à l'époque encore, de quelle allait être notre contribution respective. C'était tellement clair que je savais que je n'irais pas complètement à l'aveugle, et c'est comme ça que j'ai été détourné de mon projet initial d'être purement médiateur au départ, indépendant. C'était que je devais apporter au groupe, moi, une ingénierie et un savoir-faire pour faire de la satisfaction relationnelle, en plus dans un cadre un peu expérimental, donc je n'avais pas une pression très forte. Et à côté, il m'apportait un terrain de jeu pour apprendre à progresser, parce que j'avais des acquis théoriques et pas encore beaucoup de pratiques. Alors je savais que je ne serais pas un médiateur, que je serais plutôt un négociateur, mais c'était un vrai terrain de jeu relationnel. Voilà. Et après, je me suis investi pendant 4 ans. J'ai été tellement motivé par ce projet, parce que les contributions étaient respectées de part et d'autre. Les conditions n'ont pas changé au milieu. Qu'en 3 ans, j'ai développé un portefeuille de clients de 850 logements à peu près. Dans un métier où il y a beaucoup de turnover clients, j'en ai connu zéro perte client, quasiment jamais aucune dégradation relationnelle, alors que ça rapproche au nez dans le cabinet tous les jours, plusieurs fois par jour, à l'initiative d'un gestionnaire ou d'un salarié. Et donc, ça a été un succès tel que quand on a compris que le projet relationnel était déterminant, on l'a appliqué un peu à toutes les sauces dans l'entreprise. Quand un client appelle, à la fin de la première sollicitation, notre objectif à terme, c'est d'arriver à construire avec lui un projet relationnel et se mettre d'accord avec lui. Vous êtes d'accord, monsieur, qu'on va vous rappeler dans les tels délais, pas forcément un délai fixé, mais avec lui. Quand on recrute, c'est pareil. Quand on recrute, j'ai fait ça pendant 4 ans avec eux, puis je suis devenu après consultant indépendant, c'est devenu mon premier client d'entreprise. Et aujourd'hui, j'assiste les recrutements. Les recrutements, quand une personne arrive, c'est toute l'équipe qui rencontre le nouveau candidat. Ensuite, la direction et moi qui fait un projet avec lui de relationnel, c'est-à-dire qu'on a un entretien de clarification de projet relationnel. Voilà, ce qui permet après d'ajuster beaucoup plus facilement les relations au cours de son parcours d'intégration. Voilà pour la première clé de motivation. Le projet relationnel, c'est quelque chose qui nous a paru déterminant une fois qu'il est instrumenté et que, bien sûr, on partage les mêmes concepts qui sont liés à l'ingénierie relationnelle et à ce qu'il nous a enseigné quand on est médiateur. Tu as rappelé qu'en fait, il y avait quelque chose d'essentiel, de fondamental, c'était d'être clair sur ce à quoi contribue l'entreprise dans la société. Est-ce que vraiment j'ai envie de participer à ça ou pas? Parce que je pense que c'est aussi quelque chose de déterminant. Il y a des personnes qui vont travailler dans une entreprise, mais en fait, ils n'ont pas vraiment envie de travailler dans l'entreprise. Par rapport au projet de leur entreprise, ne correspond pour eux qu'à une rentabilité de recevoir un salaire. Et ça, c'est vrai que ça ne fait pas de la motivation. Tandis que là, ce que tu dis, c'est réfléchir à savoir à quoi l'entreprise contribue-t-elle et ai-je envie de contribuer à
cette dynamique-là. Et comment je vais le faire? Et c'est là où tu dis, moi, je suis l'intervenant désormais au sein de l'organisation. Je suis passé de médiateur à en fait accompagnateur d'un projet de management contributif pour aider les personnes à clarifier leur position. Donc tu as deux autres clés. Est-ce que tu pourrais me les synthétiser? La deuxième clé, c'est la reconnaissance. Parce qu'avoir un projet, c'est bien, mais il faut partir d'une situation. Et la reconnaissance, je la synthétiserai rapidement. La troisième, c'est la prise de décision et qui permet l'ajustement dans le projet de tout ça. Alors, combien de temps on a? J'abrège sur la deuxième. Allez, la reconnaissance, tu peux nous dire, parce qu'on a fait pas mal de webinaires là-dessus, et on peut renvoyer les personnes qui écoutent déjà sur des webinaires antérieurs. On en a fait un sur la reconnaissance il n'y a pas longtemps, avec, je crois, Fabien était là d'ailleurs, parce que c'est un spécialiste de la chose. Hein. J'ai décidé de faire confiance. C'est là, il y a quand même la reconnaissance qui est là. Et puis, donc, il y a des ateliers. Donc, sur la reconnaissance, on est au clair. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes intéressé, à des ateliers sur la reconnaissance. Fabien, il s'en occupe. Et puis, il y a toute une structure là-dessus. C'est quoi la troisième clé? La prise de décision. La prise de décision par l'entente, en fait. Chez D4 Immobilier, il n'y a pas une autorité qui prend des décisions, sauf à la marge. Les décisions sont prises ou la décision est prise quand les gens se sont mis d'accord. Ce qui pose la question de savoir jusqu'où on peut s'entendre. Et c'est là où il y a toute une instrumentation qui est développée avec de la formation, de l'accompagnement, de la mise en pratique et puis des dispositifs de reconnaissance qui permettent de mettre tout ça en place. L'idée, c'est que si on se met d'accord sur quelque chose, on sera davantage satisfait que si quelqu'un prend une décision et que je dois en subir les conséquences. Et donc, chez D4 Immobilier, personne ne décide pour quelqu'un d'autre. Ce qui demande une faculté à dire les choses qui n'est pas évidente. En tout cas, c'est quelque chose qui a été déterminant dans la reprise de la société. À partir du moment où il a été fait un diagnostic partagé, grâce à des outils de reconnaissance, et que tout le monde s'était mis d'accord sur la situation, ce qui s'est passé, c'est que les personnes ont décidé ensemble de la suite. Il y avait 50 situations qui avaient été recensées en quelques semaines, qui étaient déterminantes à transformer. Et la prise de décision sur ces situations a été faite au cours de réunions qui n'existaient pas avant chez D4 Immobilier. Ils étaient un peu anti-réunion. Et donc, les salariés ont décidé ensemble. Par exemple, il y a eu une décision d'arrêt de la croissance, ce qui est quand même très audacieux pour une entreprise, de dire on arrête la croissance, mais à la place, on va faire d'autres choses. Et les salariés, comme le disait Fabien, étaient très contributeurs. Ils étaient même à l'origine du diagnostic qui a été fait. Et la direction a accepté ce diagnostic parce qu'elle a vu que tout le monde était d'accord sur ce diagnostic. Et puis en place, il a été décidé des tas de choses. La création d'une responsable ressources humaines dans une entreprise de 20 personnes, c'est assez rare, mais c'est une décision qui a été prise tous ensemble. Ma contribution à mi-temps, quasiment, à l'ingénierie relationnelle, c'est une décision qui a été prise ensemble. Et aujourd'hui, l'entreprise se réunit toutes les semaines, voire même tous les jours en petits groupes, pour prendre des décisions. Et la seule limite à cette prise de décision, c'est donc il n'y a pas de hiérarchie décisionnaire. Je veux dire, quand quelqu'un arrive et qu'il est là depuis 3 mois, il fait une proposition et D4 Immobilier appartient quasiment à celui qui propose et auquel les autres adhèrent. Voilà. Et là, il y a tout un savoir-faire qui a été mis en place, je reparle d'ingénierie relationnelle, mais qui permet de pousser l'entente très très loin, là où on a l'habitude d'abandonner quand ça ne marche pas très bien. Non, Jean-Louis, je ne t'entends pas. Bien vu, je m'étais coupé le sifflet. Je disais merci Sébastien. Je vous invite à bien retenir son nom parce que je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va produire lui aussi un ouvrage sur son expérience au moins de management, de développement d'un projet original. Et donc, on pourra peut-être le signer ensemble, cet ouvrage sur le thème du management contributif et développer ce concept-là. Il reviendra sur d'autres séminaires, d'autres webinaires avec D4 où justement il va faire témoigner des intervenants de D4.
Et maintenant, après Sébastien, un autre témoignage, celui de Christine Chavenon. Alors, je vous invite à taper son nom sur Internet et puis à taper, par exemple, Christine Chavenon, comme j'ai fait pour vérifier moi-même. J'ai fait ça et puis je suis arrivé sur la qualité relationnelle développée au conseil départemental du Puy-de-Dôme, 16 novembre 2017. Donc déjà, ça fait déjà plusieurs années que Christine développe ce projet-là. Elle est en plein dedans. Je vous ai dit, Christine est une spécialiste de la qualité de vie au travail. Elle a commencé à s'intéresser en premier lieu à toutes les qu'il pouvait y avoir, les risques psychosociaux, parce que c'était l'approche qui était très popularisée et par laquelle elle est venue. Elle s'est aperçue qu'il manquait quelque chose et elle est venue à la formation de médiateur et depuis, elle n'en démord plus, au point où elle a porté un super projet au sein d'une institution de solidarité, parce que c'est ça en fait, un conseil départemental, c'est l'expression de la solidarité des citoyens entre eux, c'est pas du tout la même version qu'une société privée. Merci Jean-Louis. Donc j'aimerais revenir sur ce que tu as dit en introduction, qui est tout à fait vrai. Dans toutes les organisations de travail, il y a des difficultés que l'on rencontre. Forcément, il n'y a pas les mêmes enjeux dans le privé et dans le public. Dans le privé, on va avoir à cœur d'être performant pour augmenter les bénéfices. Dans le public, on va avoir l'idée d'être plus performant pour rendre service. Donc effectivement, les enjeux sont différents. Par contre, dans toute organisation de travail, qu'elle soit privée ou publique, on rencontre le même type de difficultés qui peuvent se ranger dans 3 catégories distinctes qu'on apprend d'ailleurs et qui ont très bien été modélisées par l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Le domaine juridique, où par exemple pour le public, la loi va nous demander de développer tel ou tel service avec tel ou tel statut. Donc le juridique va être en œuvre au sein de cette organisation-là, mais également dans le privé. Toute société privée dispose d'un statut avec des règles internes de fonctionnement. Donc ça, c'est le premier domaine, juridique. Le deuxième domaine, qui est le domaine technique, c'est comment l'organisation de travail qui est proposée au sein de l'entreprise privée ou au sein de la fonction publique territoriale va permettre d'articuler les différents métiers et les différentes personnes qui interagissent à l'intérieur de ces différents métiers. Et ça, c'est regroupé en termes de facteurs psychosociaux. Les facteurs psychosociaux, psychosocial, c'est l'interaction entre l'individu et l'organisation du travail et quels écueils il faut éviter dans ce type d'organisation, qu'elle soit privée ou publique. Il y a les mêmes facteurs psychosociaux. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Et puis, il y a le troisième domaine, qui est le domaine relationnel et que je suis venue chercher, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Et effectivement, j'ai trouvé que la technicité, l'organisationnel et les risques psychosociaux ne répondaient pas aux difficultés relationnelles. Et il faut savoir que les interactions entre les différentes personnes dans les organisations, eh bien, l'organisation de travail va augmenter ou diminuer les dispositions individuelles. Et c'est quoi les dispositions individuelles? Eh bien, ce sont nos émotions. C'était un gros mot il y a quelques années. On nous disait et on entendait régulièrement, bien, quand on vient au travail, on pose ses émotions et ses soucis sur le porte-manteau et on vient pas pour se faire des amis, mais pour travailler. Eh bien non, en fait. On se rend compte en 2021 et depuis plus d'une dizaine d'années que les relations dégradées au travail constituent la base de la prévention de la qualité des conditions de travail. Et c'est en allant chercher cette discipline-là qui permet à chaque agent de la fonction publique ou à chaque salarié des entreprises eh bien, de pouvoir stabiliser ses émotions, comprendre ce qui se joue dans la dynamique relationnelle au sein d'une organisation de travail et avec des métiers différents. De comprendre tout ça, c'est possible grâce à 2 axes.
le médiateur professionnel qui va intervenir lorsque les relations sont vraiment dégradées, lorsque les émotions sont au maximum. Et il va être le tiers neutre, impartial et indépendant qui va permettre aux protagonistes de trouver leur solution. Et puis, il y a les formations qualité relationnelle qui vont donner des outils pour permettre aux personnes de se repérer dans les dynamiques relationnelles qu'il y a entre collègues, et puis de se dire, attention, là j'en suis là, le curseur il est là dans les émotions, eh bien je vais devoir utiliser cet outil de la qualité relationnelle. Donc, ces deux axes, la médiation professionnelle qui répare en quelque sorte les relations dégradées, et puis la qualité relationnelle au travail, je les ai mis au centre des équipes pluridisciplinaires. Et c'est ce qui fait la force de la qualité des conditions de travail dans les organisations de travail. L'ingénierie relationnelle, avec tout son panel de dispositifs de médiation professionnelle, de qualité relationnelle au travail, de coaching relationnel, eh bien, elle stabilise les équipes dans un premier temps pour pouvoir se consacrer sur la technicité et l'organisation des différents métiers avec les interactions. Et puis, la pluridisciplinarité avec les médecins de prévention, avec les infirmiers de prévention, avec les préventeurs, avec les psychologues du travail. Cette pluridisciplinarité, avec comme base l'ingénierie relationnelle, rend visible l'apport de tout ce qui est la technicité de la relation. Parce que la relation reste une mécanique qui se comprend, qui s'apprend et qui s'ajuste. Donc voilà le projet que j'ai mis en place au conseil départemental. Ça a tellement eu de succès au sein de cette équipe pluridisciplinaire, et bien qu'il y ait un second médiateur qui vient de se former, qui vient de rejoindre le service qualité de vie santé au travail. Et nous ne sommes pas en peine de travail, puisque les relations avec la crise sanitaire se distendent, les problématiques augmentent. Et du coup, à partir de septembre, puisque moi je suis la loi et les directives nationales que je transpose dans la fonction publique territoriale, à partir de septembre, là le calendrier est fixé et tout va redevenir normalement comme avant. Eh bien, à partir de ce moment-là, il faudra que l'ensemble des managers se réunissent sur leur propre contribution relationnelle. Quelle place ils réservent à l'ingénierie relationnelle au sein de leurs équipes, au sein des organisations de travail, au sein de chaque structure qui organise différents métiers. Voilà, c'est l'objectif, c'est de créer des ateliers de pratique relationnelle avec les managers pour qu'ils s'approprient encore plus cette qualité relationnelle qui est le fondement de toute démarche de prévention. Merci beaucoup, Christine, de cette contribution remarquable parce qu'en fait, c'est une initiative qui vient d'une personne, de la volonté d'une personne, en l'occurrence toi, qui a développé un projet au sein d'une institution, comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible que des personnes puissent prendre des initiatives et apporter à des institutions, c'est-à-dire à des personnes qui sont aussi en train de manager des institutions, et apporter quelque chose de nouveau en se disant, voilà, je vais impulser, je ne vais pas seulement me satisfaire de ce qui est préconisé par la hiérarchie, je vais aussi apporter quelque chose, et c'est devenu possible. Alors, ça peut paraître toujours un peu étonnant pour des personnes qui disent, mais non, c'est pas possible. En France, on n'arrive pas, c'est difficile de faire bouger les institutions. Même si, c'est possible. C'est possible. Il faut que le projet soit contributif. Et aussi, il faut non seulement, pour qu'il soit contributif, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il faut qu'il soit logique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont faites parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et puis, il y a quelque chose qui est apporté par une personne, c'est logique, c'est une méthode, c'est efficace, alors ça marche. Alors ça va être possible de pouvoir développer ce projet. Encore faut-il pouvoir le porter et être volontaire pour le porter. Et tu l'as fait. Ben voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait pérenne maintenant. Ça se pérennise. Enfin, c'est toujours fragile. Je veux dire, il y a toujours une fragilité parce que c'est possible que des personnes... La médiation est incontournable maintenant.
la médiation est incontournable et c'est le fait de faire partie de cette équipe pluridisciplinaire qui a permis de se rendre compte de la puissance de l'ingénierie relationnelle. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que tu l'as pérennisé parce que non seulement tu es devenu médiateur interne, alors tu aurais pu t'accaparer, comme parfois je le dis comme ça, pour bien montrer la scénarisation. Il y a des personnes qui s'accaparent des connaissances, qui s'accaparent des pouvoirs parce qu'ils disent « Ah ben j'ai quelque chose de nouveau, c'est à moi, c'est moi qui le représente ». Toi, tu n'as pas fait ça. Tu t'es dit « C'est bien, ça marche ». Alors, je vais proposer qu'il y ait d'autres médiateurs que moi dans le conseil départemental. Et maintenant, vous êtes 3. Et ça, oui, c'est vrai que ça pérennise. Et puis aussi, c'est motivant parce que ça montre qu'en fait, c'était possible de créer ce type de projet. Et c'est une invitation pour d'autres conseils départementaux de faire la même chose. Donc, si vous êtes au conseil départemental, eh bien, vous avez Christine Chavenon, vous savez où elle est? Elle est au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Faites-lui sonner son téléphone et demandez-lui ce qu'il est possible de faire avec ce type de projet. Elle est tout à fait disposée à vous répondre pour pouvoir vous aider à accompagner, à mettre en place ce type de dispositif dans votre conseil départemental. Je te remercie, Christine. J'ai quelques questions, il me semble. J'ai quelques questions, il me semble, dans le fil d'actualité. Il me semble. Tu veux y répondre tout de suite ou tu veux attendre un instant? Donc, je vais répondre à la dernière question déjà. Tiffaine qui demande pouvez-vous illustrer cette puissance de l'ingénierie relationnelle dans cette équipe pluridisciplinaire? Alors, il y a différents types de difficultés dans le travail. Il y a des difficultés de motivation au travail que le médiateur peut dynamiser en débloquant des situations de contrainte entre, par exemple, un hiérarchique et son agent. Il y a des dynamiques médicales et c'est en parlant dans le cadre d'une réunion collective mensuelle des cas difficiles que nous rencontrons. Donc, les deux médiateurs maintenant de la collectivité, avant j'allais dire moi, nous mettons sur la table, eh bien, nous avons telle difficulté relationnelle entre tel et tel agent. Et puis, il se trouve que cet agent est suivi également par le médecin de prévention. Et puis, il se trouve que l'assistant social du personnel, qui fait partie également de cette équipe disciplinaire, suit également cet agent. Et cet agent cumule des problématiques relationnelles, des problématiques médicales et des problématiques financières et sociales. Eh bien, c'est le fait de mettre sur la table notre pluridisciplinarité qui fait que, eh bien, parfois, moi-même, en tant que médiateur, eh bien, je vais envoyer un agent auprès de l'assistant social. Et la puissance de l'ingénierie relationnelle, c'est que le plus souvent, c'est le médiateur qui est sollicité pour résoudre les problématiques. Parce que ça permet l'ensemble d'émotions qui sont sollicitées dans une organisation de travail qui peut être délétère pour les personnes qui y sont. Donc voilà pour ce qui est de la puissance de l'ingénierie relationnelle. Et puis j'avais une question, Hélène Famille qui dit, avez-vous écrit des articles à ce sujet? Pouvons-nous revoir votre intervention en replay? Je laisse Jean-Louis répondre. Christine, il y a même Fabien qui a renvoyé sur la chaîne médiateur.tv, qui a accueilli plusieurs interventions que je signalais tout à l'heure. Fabien a remis le lien de médiateur.tv. Vous pouvez retrouver Christine qui a présenté à plusieurs reprises le dispositif qu'elle a mis en place au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Et vous retrouverez bien évidemment ce webinaire sur la chaîne de Préventica. Et nous récupérons également la vidéo pour vous la resservir sur notre propre chaîne. Je vous remercie. Et maintenant, si vous avez un projet, si vous avez une question pour pouvoir mettre en place un projet, téléphonez à Aïcha et puis après, Aïcha va redistribuer les réflexions, les demandes aux uns aux autres. C'est la directrice de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Aïcha, tu as la parole. Simplement une synthèse. Vous avez une illustration, en tout cas, du rôle aujourd'hui de la profession de médiateur que nous avons initiée depuis 20 ans. Christine, Fabien, Sébastien, moi-même aussi d'ailleurs, à la différence de Jean-Louis, le fondateur. Aujourd'hui, cette profession devient indispensable au travers de ce changement que nous subissons. Et tout ce que nous avons évoqué passe inévitablement par un savoir-faire et des compétences. Nous parlons de médiation professionnelle.
et j'insiste sur cette discipline, puisque nous apportons une instrumentation pour favoriser la qualité relationnelle et l'entente. Et nous sommes des facilitateurs. Donc, nous avons différents modules. Il y a un tronc commun avec la formation de base pour acquérir les techniques, la formation de médiateur professionnel pour la préparation du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui va vous permettre d'apporter justement des solutions à toutes ces questions qui concernent le dialogue social. On a déjà abordé ces questions sur les anciens webinaires avec Préventica, mais nous avons aussi des webinaires sur nos plateformes. Mais aujourd'hui, nous abordons la question du management. Et c'est aussi manager autrement. Autrement dit, l'ingénierie relationnelle a pour objectif d'apporter une instrumentation systématique pour accompagner le changement, pour faire autrement. Et si vous voulez des informations supplémentaires, vous nous contactez à l'EPMN, puisqu'en fait, l'EPMN est à l'exclusivité et fondatrice de la médiation professionnelle, de la profession de médiateur et de l'ingénierie relationnelle. Nous aurons l'occasion d'aborder d'autres sujets, bien sûr. Nous serons présents au Salon Préventica à Lyon les 22, 23 et 24 juin, il me semble que ce sont ces dates, et en présentiel. Et nous serons là pour soutenir évidemment la grande famille Préventica pour que cet événement soit une réussite au bout d'un an justement de pause. Voilà ce que je peux vous dire. www.epmn.fr pour avoir toutes ces informations. Vous pouvez nous joindre au 05 56 92 97 47. Les médiateurs professionnels sont présents aujourd'hui dans tout le contexte sociétal et vous aurez bien compris que la médiation professionnelle est une démarche qui instrumente le monde de la médiation d'un point de vue de compétences, d'apport d'outils pour accompagner les personnes et les organisations. Merci. Eh bien, tout est dit sur cette affaire. Nous allons creuser encore pour l'idée du management contributif. Vous avez compris que c'est un grand démarrage, c'est un début pour un nouveau concept, mais ce n'est pas seulement un concept, c'est une technicité, c'est une méthodologie, c'est une manière de vivre. Je vous remercie de vous y intéresser. Nous maintenons le lien, nous maintenons également notre motivation et notre implication pour ce qui est de développer à la fois la qualité relationnelle dans les organisations, mais aussi, en tant que profession de médiateur, l'entente sociale pour l'ensemble de notre vie en société. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien, éclatez-vous de votre existence. Salut. Merci. C'est terminé. Donc, vous pouvez rejoindre vos pénates et puis Aïcha, Fabien, Sébastien, merci. Il reste plus qu'un petit instant parce que nous allons avoir bientôt dans la foulée Xavier qui va reprendre la main en disant « c'est fini ». On zappe. Je vous invite à couper. Salut. Salut.